Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de renouveler votre fidélité à votre émission Le Jury du dimanche, iRadio, première radiovision du Sénégal, ITV et le site immedia.sn. Nous avons le plaisir de recevoir Cheikh Bakhoum, directeur général de l'ADIE, Agence de l'informatique de l'État du Sénégal, membre du conseil d'administration de la commission de protection des données personnelles. Bonjour, Cheikh Bakhoum. Bonjour, Monsieur Khan. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers ITV, mais également qui nous écoutent à travers votre radio. Je suis très honoré de l'invitation et j'espère pouvoir en tout cas apporter des réponses sur le domaine que je gère aujourd'hui. On l'espère aussi. Vous êtes de formation ingénieur, diplômé de l'École supérieure d'informatique électronique et automatique de Paris. Modernisation de l'État, intranet gouvernemental, ADIE, le Sénégal en marche avec le temps. Il n'a d'ailleurs pas le choix, car après avoir été en marge de la révolution industrielle, il s'agit de réussir la révolution numérique. Changer ou tout simplement périr. On est en plein dans l'ère de l'économie numérique, justement. Acteur majeur du secteur de l'informatique au Sénégal, vous êtes en tant que directeur général de l'ADIE, l'interlocuteur de la semaine. Nommé directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État depuis août 2014 par le président de la République, Cheikh Bakhoum est élu en novembre 2016 en cette qualité, président du conseil d'administration du CENIX, point d'échange Internet du Sénégal. En juillet 2012, l'invité du JTD intègre le cabinet du président de la République du Sénégal en tant que conseiller technique, chef du service informatique de la présidence. Depuis 2014, Cheikh Bakhoum assure aussi le pilotage et la conduite de programmes et projets numériques d'envergure nationale qui contribuent à l'atteinte des objectifs de la stratégie Sénégal numérique 2025. Il s'agit notamment du programme Smart Sénégal, du projet de dématérialisation, du projet fichier unifié des données du personnel de l'État, du projet d'appui structurel à la stratégie d'aménagement numérique du territoire passant et du projet e-déchets. Cheikh Bakhoum, tout d'abord, avant de parler de l'économie numérique, des accusations de viol, de menaces de mort contre M. Ousmane Sonko, le leader du PASTEF, nie ces faits et même accuse le pouvoir de comploter contre sa personne. Quel commentaire vous inspire ces faits, vrais ou faux? Je n'ai aucun commentaire à faire par rapport à ce fait-là. Donc, je l'ai découvert comme tous les Sénégalais à travers la presse. Donc, nous allons suivre la suite. Mais vraiment, je considère que c'est une affaire privée. J'espère juste que, en tout cas, que la justice sera dit. Et je pense que c'est ça le plus important. Oui, mais quand lui dit que c'est le pouvoir qui complote contre sa personne, peut-être c'est un axe de défense qu'il pourra développer par la suite. Il y a une consigne qui est donnée à vous, responsable du pouvoir, de ne pas se prononcer sur cette affaire? Pas du tout. C'est juste que, comme c'est une affaire privée, je pense qu'on ne doit pas trop épiloguer là-dessus. Si ça concernait les affaires publiques, on pouvait donner nos avis là-dessus. Mais quand même, dans ce cas de figure, c'est une affaire qui concerne deux personnes. Donc, je ne vois pas l'intérêt pour un parti d'épiloguer là-dessus. Cheikh Bakhoum, vous êtes le directeur général de l'ADIE. On va parler quand même de la pandémie de Covid-19. On a vu finalement cette terrible maladie a introduit des changements majeurs. On est à l'ère du télétravail. Souvent, les activités se font en ligne au lieu de se faire en présentiel. Il serait intéressant de savoir un peu quel est le rôle et la place qui vous sont dévolues, vous, ADIE, dans le dispositif de riposte contre la pandémie de Covid-19. Vous me permettrez, M. Khan, tout d'abord, quand même, en tout cas, présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées, parce que cette pandémie, quand même, a touché beaucoup de familles sénégalaises.
Et donc, je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances et prier pour que le bon Dieu accueille au paradis tous nos disparus. Maintenant, cette pandémie est arrivée en mars 2020 dans notre pays. Nous l'avons tous constaté. Et quand même, ça a paralysé un peu toute l'économie. Toutes les activités quasiment de l'État comme du secteur privé ont été ralenties. Et donc, je pense que c'est tout à fait naturellement que beaucoup d'entreprises, publiques comme privées, se sont rabattues sur les technologies de l'information et de la communication pour continuer le service. C'était plus évident du côté du secteur, en tout cas public, parce que clairement, la plupart des services que l'administration donne, c'est des services qui ne peuvent pas s'arrêter. Donc, quand tout s'arrête, l'État quand même continue à donner le service aux citoyens. Donc, c'est là quand même que l'ADIE a tout de suite été sollicité par le président de la République d'abord, qui nous a demandé vraiment de mettre tout en œuvre pour accompagner toutes les administrations vraiment à continuer leur service, à utiliser le numérique pour continuer en tout cas l'activité. C'est là quand même que nous avons tout de suite avec nos ingénieurs discuté, échangé, voir un peu par rapport à la situation, quel sera le package qu'on devra donner à toutes les administrations pour qu'elles puissent continuer à fonctionner. Et comment il se décline ce package? Donc on a un package qu'on a appelé package Covid pour vraiment permettre à chaque administration de pouvoir fonctionner sans pour autant que les agents puissent être systématiquement présents dans les administrations. D'abord, c'est l'outil de visioconférence. Donc clairement, pour organiser une réunion avec cet outil, vous pouvez vous connecter et organiser votre réunion sans difficulté. Il y a également la messagerie administrative qui devait être renforcée. Clairement, l'administration, depuis en tout cas le début, utilise beaucoup, en tout cas pour échanger avec les citoyens, mais également entre administrations, le courrier physique. Donc là, quand même, avec la pandémie, il fallait utiliser beaucoup plus l'email. Donc avec cette en tout cas, messagerie, toutes les administrations en tout cas, ont pu utiliser ce dispositif-là pour vraiment renforcer en tout cas l'échange d'informations entre les administrations, mais également avec les concitoyens. C'est également, entre autres, d'autres outils, comme l'outil qui dématérialise le courrier physique. En tout cas, quand il arrive, on le dématérialise. Et donc, à l'intérieur, tout le process est dématérialisé. Il y a également des outils de gestion de projet que nous avons également mis à la disposition des administrations pour que tous les projets qui sont en cours au niveau de l'État puissent être gérés, puissent être pilotés avec vraiment un ministre qui pourra avoir son tableau de bord et faire le suivi hebdomadaire de ces activités. Il y a surtout le Conseil des ministres qui se fait maintenant en ligne. Comment vous vous y êtes pris? Est-ce que vous avez été confronté à quelques difficultés? Alors, de former les ministres tout simplement à utiliser l'outil? Est-ce qu'ils sont connectés? Alors, je pense que sur ce point-là, ça a d'abord été une volonté du président de la République. Parce que quand même, le Conseil des ministres, il faut le rappeler, c'est la réunion la plus solennelle de notre République. Et également, c'est une réunion secrète. Et donc, il fallait tout de suite imaginer un dispositif qui puisse permettre quand même à ce que nous puissions tenir cette rencontre au plus haut sommet de l'État avec toute la sécurité qui s'y est. Parce que clairement, pour le Conseil, voilà, pour le sécurité Conseil, absolue. Sécurité absolue. Pour le Conseil, on pouvait aller sur des outils peut-être libres, des outils dont la propriété, en tout cas, sont au niveau, en tout cas, des entreprises américaines, chinoises ou d'autres. Nous, on a pris l'option d'avoir des outils in-house. Donc, vous avez avec un réseau aujourd'hui que voilà, il n'y a personne qui, non seulement qui le peut conseil, entrer dans le système, il est absolument sécurisé. Voilà, le conseil ne se passe pas sur Internet, d'abord. Ça, c'est le premier axe lié à la sécurité. Donc, ça se passe sur l'intranet administratif. Donc, les données passent donc sur la fibre optique donc, qui connecte l'ensemble des bâtiments où sont présents donc, nos ministres. Donc, nous avons mis un dispositif dans chaque structure pour pouvoir superviser tous les flux qui entrent et qui sortent
vraiment dans ces bâtiments-là. Donc c'est ça que nous avons mis avec des dispositifs bien sûr de dernière génération de visioconférence avec une qualité d'image extraordinaire parce que c'est vraiment de la téléprésence, c'est un peu au-dessus de la en tout cas de la visioconférence qu'on a l'habitude de voir avec des entreprises comme Zoom, comme d'autres en tout cas outils qui sont utilisés aujourd'hui par le public. Donc le gouvernement n'utilise pas ces outils. Quelle est la particularité de l'intranet par rapport à l'Internet? Voilà. L'intranet, pour un peu imager ça, c'est vraiment un réseau fermé. Parce que l'Internet, c'est ce qui connecte l'ensemble des ordinateurs du monde, l'ensemble des systèmes du monde. Aujourd'hui, l'intranet, c'est vraiment pour le Sénégal. Donc, si c'est de l'intranet gouvernemental, c'est vraiment un réseau privé, donc où a accès que les utilisateurs dont nous donnons donc la possibilité. Donc, c'est cela l'intranet administratif que nous avons développé d'abord dans un premier temps au niveau de Dakar et qu'on a élargi par la suite donc à beaucoup de points donc dans les 45 départements du Sénégal. Je pense que c'est ça l'enjeu, parce qu'aujourd'hui quand même, il est question d'abord de sécurité, parce que nos données ne doivent pas transiter dans n'importe quel réseau, parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle donnée aujourd'hui sur Internet. Nous avons besoin de sécuriser les données en tout cas qui sont gérées aujourd'hui par l'État, pour un souci surtout lié à la souveraineté de l'État, mais également à sa sécurité tout simplement. Est-ce qu'on peut dire que le chef de l'État du Sénégal et ses ministres sont connectés, sont branchés? Alors, le président sont aujourd'hui assez digitaux. Voilà. Le président est très digital, hein, donc je le rappelle, avant même qu'on arrive au pouvoir, c'était peut-être le seul candidat qui disposait de plateformes digitales à l'époque, déjà avant 2012. Et je pense que ça a beaucoup contribué aussi à son élection. C'était l'une des personnalités les plus actives à l'époque. Mais également, en tant que président de la République, aujourd'hui, on constate, hein, en tout cas, les meilleurs profils sur les réseaux sociaux. C'est aujourd'hui, en tout cas, le profil du chef de l'État qui arrive en tête. Mais également, le Conseil des ministres a été dématérialisé depuis très longtemps. Vous voyez sur la table du Conseil des tablettes où sont en tout cas répertoriés les dossiers qui doivent être à l'ordre du jour et que le président lui-même, en tout cas, utilise ces dispositifs et l'ensemble des ministres qui sont dans ce gouvernement. Donc c'est tout à fait naturellement. C'est tout à fait naturellement. Ce n'est pas un effet de mode. Non, pas du tout. Il suit vraiment. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, quand même, dans la gouvernance du président Macky Sall, le numérique est au cœur et il veut que vraiment que cette modernité-là qu'il veut impulser au niveau du Sénégal, et je pense que nous allons y revenir, que lui-même puisse vraiment donner l'exemple. C'est que par l'exemple que les choses vont vraiment être appropriées par nos concitoyens, les gens qui travaillent au niveau des administrations, parce que ce n'est pas forcément évident. Peut-être on parlera tout à l'heure du télétravail, mais c'est des choses qui ne sont pas évidentes, dont le processus doit être enclenché d'abord par, en tout cas, le président de la République, son gouvernement, pour que les autres puissent suivre. Justement, télétravail, hein. Vous me tendez la perche où je vous l'attends. Souleymane Diao, sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, nous permet d'introduire ce thème. Il dit « Je pense que la pandémie de la Covid nous montre à suffisance l'urgence de promouvoir le travail numérique. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre ce projet? Peut-on parler de télétravail alors que certaines localités du Sénégal n'ont pas de réseau téléphonique, par exemple ?» Pour le télétravail, ce que nous devons d'abord gérer, à mon avis, c'est l'aspect réglementaire, législatif. C'est vrai que aujourd'hui, c'est une option qui est donnée à des agents de l'État de faire du télétravail, mais aujourd'hui, ce n'est pas réellement encadré. Dans beaucoup de pays, aujourd'hui, le télétravail est encadré. Si on part en France, par exemple, le Premier ministre a indiqué qu'il pouvait permettre à ce que les agents de l'administration puissent télétravailler pendant 2 jours, pendant 3 jours dans la semaine. Aujourd'hui, nous n'avons pas légiféré à ce niveau-là. Parce que clairement, le télétravail, il faudrait pouvoir contrôler le travail qui est effectué par l'agent chez lui. Et donc, il faut un certain nombre de dispositifs.
donc pour pouvoir contrôler réellement le travail. Donc à ce niveau-là, je pense que le gouvernement est en pleine réflexion pour vraiment encadrer cette activité et le mettre vraiment dans le code, dans le code du travail. Du point de vue Voilà. formel, aujourd'hui, on n'est pas encore dans l'ère du télétravail Voilà. au Sénégal. Non, je veux dire tout simplement, aujourd'hui, c'est une option qui est donnée. Mais en réalité, elle n'est pas encadrée. Elle n'est pas encadrée. Moi, en tant que manager d'une administration, je ne peux pas tout de suite mettre tous mes agents en télétravail. Ce n'est pas permis par la loi. Donc, il faut peut-être, ce contexte a obligé certaines administrations à mettre des agents en télétravail, mais je pense que, en tout cas du côté du droit, nous devons encadrer cette activité pour vraiment permettre à ce que la productivité de l'administration ne baisse pas. Il faut réformer la législation du travail pour qu'elle s'adapte au télétravail. Voilà, du télétravail et qu'on encadre le télétravail. Et même si aujourd'hui c'est permis. Oui, donc nous, on a fait nos suggestions. Aujourd'hui, l'ADIE a l'ensemble des outils pour pouvoir faire du télétravail. Maintenant, du côté de la législation, le ministère du Travail est en train de faire vraiment tout le travail qu'il faut pour que ce télétravail-là puisse encadrer. Peut-être un décret sera pris pour l'organiser. Donc je pense que c'est ça, sur ça que nous devons aller. Mais clairement, le télétravail, au-delà de la pandémie, ça doit être une réalité dans notre pays. Parce que c'est un gain de temps, c'est beaucoup d'économies d'argent. Parce que, imaginez-vous, nous, avec l'outil de visioconférence que nous avons déployé dans les différentes administrations, on a presque 10 000 sessions qui ont été ouvertes depuis le début de la pandémie. Donc imaginez-vous que toutes ces sessions, c'était des réunions physiques qui devaient se tenir, où les agents de l'administration, qui sont éparpillés un peu partout dans Dakar et même dans les régions, devaient en tout cas se réunir dans des salles pour faire des réunions. Aujourd'hui, à cause de la pandémie, ils sont obligés de faire des visioconférences. Donc ça s'est fait et les décisions ont été prises. Et je pense que sur ce point de vue-là, l'administration a été vraiment efficace. Je pense qu'il faudrait qu'on évalue tout ça et qu'on sache qu'aujourd'hui, le télétravail, ça ne doit plus tout simplement être une option ou bien que ça ne doit plus être lié tout simplement à la pandémie, mais c'est quelque chose que nous devons intégrer dans la production de l'administration. Mais est-ce que l'usage de vos services est suffisamment démocratique? Tout à l'heure, voilà. Diao a parlé de cette fameuse fracture numérique, d'abord au sein des services de l'État, mais aussi entre localités. Oui, c'est une réalité. Oui. Moi, je viens peut-être d'une tournée au nord, j'étais à Saint-Louis, Podor, en tout cas au niveau également de Louga. C'est un constat, effectivement. D'abord, il faut savoir une chose. Il y a un désert informatique. En tout cas, il y a un rattrapage à faire dans beaucoup de localités du Sénégal. Oui. Mais quand même, depuis 2012, beaucoup de choses ont été faites. Sur la partie télécommunication, vraiment, en tout cas, l'État a délégué des privés pour s'occuper de cet aspect-là. Donc, on a donné à des opérateurs titulaires de licence pour, en tout cas, qu'ils couvrent le territoire national en 2G, en 3G et maintenant en 4G. Mais force est de constater qu'il y a toujours des zones blanches. Donc des zones où il n'y a pas de couverture du tout, ou bien des zones où la couverture n'est pas très fameuse. Et donc le régulateur, l'autorité de régulation des postes et télécoms a pour rôle, en tout cas, de rappeler les obligations à ces opérateurs-là qui doivent effectivement, d'après leur cahier de charges, couvrir donc tout l'espace. Mais force est de constater quand même ce n'est pas fait. Maintenant, du côté de l'État, le président Macky Sall, quand même, depuis qu'il est arrivé en 2012, a développé un vaste chantier de large bande au Sénégal. Donc en 2012, on avait à peine 500 km de fibre optique pour l'État du Sénégal. En 2021, nous sommes à peu près à 6000 km. Donc 6000 km, pourquoi? 6000 km parce que nous sommes sortis complètement de Dakar. Nous sommes quasiment dans
tous les départements du Sénégal. Donc on a du haut débit disponible pour d'abord l'administration. Nous avons connecté plus de 100 000 sites de l'État en fibre optique. C'est quand même une révolution numérique. Oui. Donc je pense que en tout cas cet acquis que l'État a aujourd'hui, c'est une opportunité que nous offrons d'abord aux administrations de pouvoir échanger des données avec des débits extrêmement importants, parce que je vous le dis, on a à peu près 400 gigas de bande passante quasiment disponibles au niveau de cet intranet, au niveau de la fibre optique. Oui, en termes de taux de couverture, parce que si j'ai bien compris, aujourd'hui c'est une question de justice même sociale. Oui. Et le cœur de toute cette politique, c'est l'accès de tous aux services informatiques. C'est comme on parlait aujourd'hui, si on parlait de l'électricité, de l'eau. Oui. En termes de taux de couverture, vous en êtes à combien? Voilà, donc aujourd'hui on dit au Sénégal, on est à peu près à un taux de 62% sur l'accès à Internet. C'est ce que le régulateur dit. Mais quand même, ce chiffre, il faut le prendre avec des pincettes, parce que en réalité, c'est vraiment le nombre d'abonnés qui sont pris. Et une personne peut s'abonner 2, 3 fois, etc. Donc, ce n'est pas forcément le chiffre qui indique clairement la pénétration de l'Internet dans les localités. Donc, je pense qu'à ce niveau, c'est vrai, les opérateurs disent souvent que dans beaucoup de zones, en tout cas, le fait d'investir, ça ne va pas être très rentable. Maintenant, je pense que l'État doit jouer un rôle, d'abord à travers le FD Sud, le Fonds de développement du service universel, pour couvrir un peu ces zones blanches. L'autorité de régulation des marchés de télécommunications doit également, en tout cas, dire aux opérateurs de couvrir ces zones, mais également du côté de l'ADIE, le déploiement de la fibre que nous avons fait durant toutes ces années nous permet de disposer d'une surcapacité. Donc cette surcapacité, nous pouvons la mettre, et nous allons la mettre d'ailleurs, parce que nous avons aujourd'hui un contrat commercial qui permet à ce qu'un acteur privé puisse disposer de notre surcapacité et mettre cette surcapacité à la disposition des opérateurs titulaires de licences, mais également des fournisseurs d'accès Internet. Aujourd'hui, beaucoup de fournisseurs d'accès Internet utilisent notre réseau, et même des opérateurs, pour pouvoir, en tout cas, aller à Saraya, à Salemata, pour pouvoir aller à Ziguinchor, Podor, etc. Aujourd'hui, c'est une réalité, c'est parce que l'État a fait l'investissement. Et je pense qu'avec l'ouverture du réseau de l'État, du réseau qui a été déployé par l'ADIE, je pense que cette fracture numérique pourra être largement résorbée, mais également 2025. L'État, le président de la République, tient à ce que quand même le coût de l'Internet baisse. Oui, d'accord, on va y revenir, mais quel est le chronogramme pour résorber cette fracture numérique? Donc, d'abord, comme je vous l'ai dit, nous sommes présents quasiment dans les 45 départements. Maintenant, nous, dans un premier temps, c'était d'abord pour les services de l'État. Aujourd'hui, avec ce partenaire qui arrive, nous allons ouvrir le réseau aux opérateurs. Qui est ce partenaire? Donc, le partenaire, il s'appelle Tata. Donc, c'est un partenaire qui se chargera de la commercialisation de la surcapacité des infrastructures fibre optique de l'ADIE, mais également de la maintenance du dispositif. Tata, pour éviter, indien, non? Oui, c'est indien. Oui. Donc, ils vont vraiment accompagner l'État du Sénégal à garantir un certain niveau de service, un SLA, les SLA qui sont demandés par les opérateurs, qui peuvent aujourd'hui quand même venir au niveau de l'ADIE, disposer de la fibre, connecter donc les Sénégalais partout où ils puissent se trouver pour vraiment accélérer ce processus d'accès aux larges bandes dans toutes les localités du Sénégal. Parlant de processus, comment ce partenaire indien Tata a été choisi et quelles sont les conditions? Voilà, c'était un appel d'offres international qui a été lancé depuis 2018 et c'est un processus qui a conduit à la sélection de ce partenaire. Et les conditions chiffrées, les conditions chiffrées? Alors, les conditions, c'est que d'abord, nous voulions un partenaire technique qui est capable de maintenir donc, cette infrastructure. Donc ça, d'abord, c'était pas facile de le trouver, mais également
on voulait un partenaire qui va commercialiser la surcapacité. Aujourd'hui, l'État ne va plus mettre un seul franc pour la maintenance de l'infrastructure, mais également, nous voulons en tout cas des dividendes qui permettent à ce que nous puissions rentabiliser l'infrastructure. Et donc, au bout de, normalement, 15 ans, cette infrastructure sera totalement rentabilisée. Mais surtout, ce que nous voulons, c'est que les Sénégalais, partout où ils puissent se trouver, qu'ils puissent disposer de l'Internet haut débit. C'est une sorte de licence qui est ainsi octroyée à Tata. Non, ils vont juste agir au nom de l'ADIE. Ils vont juste agir au nom de l'ADIE. Donc, c'est un partenaire technique financier qui va agir au nom de l'ADIE. Donc il y a de l'argent. Oui, normalement, il y a des dividendes qui vont être Vous obtenus. avez chiffré à combien? Normalement, nous allons recevoir 4 milliards plus 20% du chiffre d'affaires qui sera produit. Très bien. Alors, je rappelle que cette émission, le jury du dimanche, reçoit Cheikh Bakhoum, le DG de l'ADIE. On reviendra sur la stratégie numérique 2025, mais puisque nous parlions de la pandémie, restons de manière globale dans le domaine de la santé. C'est une préoccupation d'ailleurs d'un de nos digitaux ici, c'est Ousmane Gueye. Quel rôle de l'ADIE dans la mise au point d'une véritable politique de santé digitale au Sénégal à travers son infrastructure? Alors, en tout cas, je pense que c'est aussi une question extrêmement pertinente parce que clairement, la santé, d'abord, aujourd'hui, la technologie en soi n'a pas d'utilité, mais elle a une utilité si elle permet vraiment à des secteurs de pouvoir vraiment améliorer la manière de travailler. Et dans ce cas de figure, pour la santé, d'abord, c'est l'accès au débit au niveau des hôpitaux. Aujourd'hui, au Sénégal, avec les projets que nous avons faits, nous avons connecté la quasi-totalité des hôpitaux à la fibre optique. Donc ça, d'abord, c'est un acquis extraordinaire. Cela veut dire tout simplement que quelqu'un peut être télédiagnostiqué au niveau de Kolda et un professeur ou un docteur qui est ici à Dakar puisse faire les analyses et envoyer les résultats. En moins de 10 minutes, en moins de 15 minutes. C'est ça qu'offre aujourd'hui la technologie. Et je pense que le ministère de la Santé a travaillé sur un projet global sur la santé digitale, sur l'ensemble des besoins aujourd'hui du ministère pour digitaliser un peu le secteur. Avoir le dossier patient digitalisé, ou en tout cas, ça également, c'est une volonté du ministère. Donc nous sommes en train vraiment d'accompagner le ministère, d'abord sur l'accès à l'intranet administratif, au débit, mais également au développement de plateformes digitales pour gérer vraiment le système de santé, pour qu'on ait un système centralisé, parce que clairement, aujourd'hui, beaucoup d'hôpitaux ont des logiciels pour gérer leurs patients, mais tout ce dispositif n'est pas interconnecté. Donc ce que nous voulons, c'est d'avoir un système centralisé, hébergé dans les data centers de l'ADIE, accessible par tous les services qui sont au niveau national. Et quand un patient se présente dans une structure, tout de suite, en tout cas le professionnel de la santé peut avoir accès à son dossier et vraiment faire les traitements qu'il faut. C'est de cela qu'il s'agit et vraiment nous y sommes presque, parce que clairement l'infrastructure est là. Maintenant, je pense que la volonté également est là. Donc je pense que d'ici quelques années, nous pouvons réellement y arriver. Oui, vous voyez bien l'importance de la centralité de votre structure comme l'ADIE dans cette santé, ce dispositif ou cette stratégie de santé digitale. Oui. Parce que récemment, on a quand même suivi deux concurrents dans le domaine des télécommunications qui ont rivalisé d'ingéniosité pour justement parler de cette santé digitale. Est-ce que, surtout par rapport à la sensibilité des données personnelles, parce qu'ici on parle maintenant de malades, on parle de patients, on parle de santé. Quelle réflexion vous inspire cette problématique par rapport aux données personnelles? Oui, je pense que c'est une problématique majeure pour nos États. Sur le bon côté, il faut dire qu'aujourd'hui, la donnée
la donnée en général, c'est la devise de l'économie numérique. C'est aujourd'hui un enjeu majeur. Qui maîtrise les données, en tout cas maîtrise le futur, a plus de capacité vraiment à anticiper, à développer des services à valeur ajoutée qui permettent à son pays de prendre un essor. Donc la gestion des données en général, je pense que ça doit être une problématique qui doit être vraiment gérée par nos États de manière beaucoup plus rigoureuse pour vraiment nous permettre d'avancer. Donc clairement, sur les données personnelles de santé, c'est des données extrêmement sensibles. Aujourd'hui, nous avons la commission des données personnelles où je suis commissaire, je suis membre de cette commission. Nous examinons tous les jours des dossiers qui émanent de structures publiques comme privées, en tout cas qui ont des plateformes qui gèrent des données personnelles, parfois des données personnelles de santé. Et avant vraiment l'hébergement de ces données, nous regardons de près si ces structures ont le droit d'héberger des données de santé. Parce que n'importe quelle structure n'a pas ce droit-là. Oui. Donc il faut d'abord un agrément. Les opérateurs télécoms n'ont pas le droit. N'ont pas le droit. D'avoir plus clairement, Sonatel, Free, Expresso, tous, ils n'ont pas le droit d'héberger des données de santé. Et pourtant, ils ont fait une campagne de communication récemment autour de cela. Maintenant oui. Si le ministère de la Santé leur donne un agrément pour pouvoir gérer une partie de leur activité comme n'importe quelle entité privée, c'est une possibilité. Mais quand même, le ministère de la Santé et surtout l'Agence de l'informatique de l'État recommandent systématiquement que ces données-là puissent être hébergées dans les data centers de l'État pour vraiment préserver la sécurité, mais également pour savoir qui, en tout cas, doit accéder à ces données. Donc cette souveraineté-là, nous devons forcément la préserver et il s'agit aussi de garantir les libertés pour les Sénégalais. Justement, quelle action pour la sécurisation des données, d'abord de l'administration, puisque votre préoccupation c'est vraiment l'administration dans un contexte de cyberattaque, mais aussi de données privées. Quelle est la portée, mais aussi quelle est la limite? Il est important d'avoir les données, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, parce que qui contrôle les données contrôle le futur, dites-vous, mais on ne peut pas en faire n'importe quoi. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, tout État sérieux doit avoir une vraie politique sur la gestion des données. D'abord sur son hébergement et après sur le traitement futur de ces données. Et pour que ce soit possible, il faut que nous ayons de bonnes infrastructures. Parce que clairement, les entités publiques comme privées, ce qui les intéresse, c'est de pouvoir d'abord héberger leurs données et d'y avoir accès quand ils veulent. Ça, quand même, c'est la préoccupation première. Donc, quels que soient les enjeux liés à la sécurité, il faut quand même que ce problème soit réglé. Maintenant, du côté de l'État, moi, je suis aujourd'hui peut-être le DSI de l'ADIE, quand je fais de l'État plutôt, quand je fais une photographie en tout cas des systèmes d'information qui existent, on constate quand même qu'il y a un certain cloisonnement au niveau des administrations, des ministères d'abord. La plupart des ministères veulent avoir leurs données à côté, veulent avoir leur salle informatique à côté, etc. Et nous, quand même, ils viennent nous voir quand ils ont des difficultés parce qu'ils doivent échanger, c'est le ministère des Finances qui doit échanger des données avec peut-être le ministère de l'Agriculture ou de l'Industrie, etc., etc. Donc on se rend compte que c'est un modèle qui ne marche pas. Donc il faudrait qu'on trouve un modèle qui permette vraiment à toutes les administrations d'avoir accès à ces données quand elles le veulent. Et puis un modèle qui n'est pas à l'abri de cyberattaques. Voilà, un modèle qui n'est pas... Parce que toutes les administrations, comme j'ai dit, ne peuvent pas avoir les meilleurs ingénieurs en système d'information, en sécurité de système d'information, etc., etc. Parce que d'abord, c'est une denrée très rare, des ingénieurs de haut niveau qui sont capables réellement de comprendre ces enjeux et de prendre en charge vraiment les aspects liés à la cybersécurité. Donc il faut une structure centrale
qui gère exclusivement donc, la gestion de nos données. Donc il faut avoir de très bonnes infrastructures. Il ne s'agit pas pour chaque ministère, parfois qui gère un secteur donné, qui veuille également gérer son informatique. Ça ne marche pas. Donc il faut que l'ADIE, que les gens puissent faire confiance à cette structure-là. Que les data centers que nous avons mis en place, ce n'est pas pour nous, c'est pour l'administration. Et même on va s'ouvrir de plus en plus au secteur privé, parce que nous aurons beaucoup plus de possibilités. Nous avons aujourd'hui, nous opérons sur 2 data centers au niveau du Sénégal, donc qui permet de prendre en charge quasiment les besoins de l'administration. Nous allons bientôt inaugurer le plus grand data center du Sénégal, qui sera à Diamniadio, un data center de type Tier 3, avec 2 salles de 250 mètres carrés, donc qui vont permettre réellement de pouvoir prendre en charge tous les besoins de l'État en matière d'hébergement, et même au-delà. Donc, nous sollicitons quand même, en tout cas, l'attention des administrations pour qu'elles puissent nous faire confiance, nous déléguer donc, cette activité et qu'elles puissent se concentrer sur leur cœur de métier afin que leur politique impacte, en tout cas, directement les populations conformément aux indications du président de la République. Autrement dit, vous prônez une cohérence d'ensemble. C'est notre rôle. ARTP, ADIE, FD Sud, ministère de l'économie numérique, bien sûr. Ça, c'est le dispositif gouvernemental. L'ADIE a été créé, c'est une agence pour rendre cohérent le système d'information de l'État. Être le point focal. Nous devons être le point focal. Maintenant, il y a beaucoup d'administrations qui ne sont pas forcément dans cette... Voilà. Parlons rapidement de la stratégie Sénégal numérique, même si ces questions sur le numérique sont passionnantes, on va quand même aborder d'autres sujets. Stratégie Sénégal numérique 2025, le Sénégal a-t-il fait sa révolution technologique ou numérique et quels en sont déjà les résultats? Alors, je pense que d'abord, il faut se réjouir du fait que le Sénégal ait une stratégie numérique. Ici 2025, ça permet au moins d'engager tous les acteurs vers un objectif donné. Donc du côté de l'État, on sait à peu près ce qu'on veut faire en termes d'accès au débit, en termes d'accès des services au numérique, les services dématérialisés, etc., etc. Mais aussi du côté du secteur privé, au niveau des opérateurs, la couverture que nous voulons, la bande passante internationale que nous devons renforcer, etc., etc. Donc on a un cap qui est aujourd'hui défini. Maintenant, il y a beaucoup d'actions qui ont été entreprises depuis le début de cette, en tout cas de cette stratégie. Du côté de l'État, en tout cas l'ADIE a en charge une bonne partie. Parce que clairement, l'accès au débit pour les administrations, c'est de notre ressort. Et depuis quand même, en tout cas 2012, comme je vous l'ai dit, nous sommes en train de quasiment boucler l'accès au débit à nos administrations. Aujourd'hui, vous allez à Diamniadio, tous les ministères sont sur la fibre optique. Vous allez à Kédougou, à Ziguinchor, vous allez dans le Baol, au nord. Vraiment, la plupart des gouvernances, des préfectures sont aujourd'hui sur la fibre optique de l'ADIE. Et des projets sont en cours toujours avec le projet passant que vous avez évoqué tout à l'heure. Nous allons encore connecter presque 500 bâtiments au niveau de l'État. Ceci quand même montre tout simplement que le Sénégal est résolument engagé dans cette révolution numérique et aujourd'hui nous constatons qu'il y a des résultats extrêmement positifs qui sont constatés un peu partout donc, dans le pays. Si vous êtes en transformation digitale, si vous voyez un peu ce que nous sommes en train de faire dans le projet Smart Sénégal, avec les espaces Sénégal Service, où l'ADIE, étant une structure transversale qui accompagne toutes les administrations, veut être un peu délégataire de la complexité de l'administration. Parce que clairement, quand on voit certaines procédures où il y a beaucoup d'administrations qui doivent intervenir, où ils doivent donner leur avis, par exemple sur le permis de construire, on a au moins une dizaine
d'administration qui doivent donner leur visa avant l'attribution du permis de construire. Tout ça, nous l'avons dématérialisé. Oui. Donc, pour éviter aux citoyens qui se présentent, qui est peut-être habitant de Ziguinchor, qui veuille son document administratif et qui doit faire donc tous ces départements pour obtenir son document, nous proposons à travers ces espaces Sénégal Service. Si vous avez peut-être voyagé à l'intérieur du pays, vous pouvez voir un peu l'évolution de nos travaux. Donc clairement, dans les 45 départements du Sénégal, on aura un guichet unique pour l'État. Voilà pour l'État civil, parce que c'est très aberrant que je dois faire 700 km pour aller chercher mon extrait de naissance. Aujourd'hui, vous allez dans l'espace Sénégal Service qui est ici à Colobane ou bien à Guédiawaye, vous pouvez avoir votre état civil. Donc, il suffit juste que vous fassiez votre dépôt et n'importe quel service, extrait de naissance. Ah oui, là, ça c'est réglé là. Nous, on va régler cette affaire. Vous allez régler. Nous allons régler. D'abord, c'est les espaces, il faut les construire. Il faut également avoir ces espaces-là qui soient connectés en fibre optique. Ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, avoir des opérateurs qui vont pouvoir recevoir vos demandes avec une plateforme digitale interconnectée à toutes les administrations. Parce que vous voulez votre extrait de naissance, c'est votre mairie qui doit vous la délivrer. Donc c'est une compétence qui est transférée à la mairie. Mais nous, si on a un système qui est connecté directement à votre mairie, donc si vous nous faites la demande ici, tout de suite, nous pouvons avoir la réponse. Et c'est ce réseau-là que nous sommes en train de construire à travers le pays. Et bientôt, en tout cas, les 6 espaces pilotes vont démarrer pour vraiment prendre en charge au minimum une trentaine de procédures de l'administration. L'idée étant vraiment de prendre en charge l'ensemble des services de l'administration. Et là, je pense le président de la République vraiment va engager tout son gouvernement pour que ces services qui sont donnés à ses citoyens puissent être en tout cas donnés dans ces espaces Sénégal Service pour simplifier en tout cas pour nos concitoyens, donc toutes ces procédures qui, malheureusement, contribuent aussi. En tout cas, cette complexité contribue à, en tout cas, la faiblesse des fois de la productivité de notre État. Cette transformation digitale, au passage, fait partie des axes du plan Sénégal émergent. Un mot en 30 secondes. Cette transformation digitale, dans le plan Sénégal émergent, c'est le fondement qui doit supporter tous les services en tout cas de notre vie économique, sociale et environnementale pour vraiment permettre d'accélérer notre développement. Cher Bakhoum, en vous expliquant, je vous soupçonne, vous ADIE, peut-être de vous organiser pour exploiter demain une licence télécom, surtout au moment où on parle d'un éventuel retrait de la licence Expresso par la RTP. Qu'en est-il exactement? Vous êtes en mesure d'avoir aujourd'hui une licence télécom? Alors, nous, en tout cas, aujourd'hui, l'ADIE a une infrastructure de dernière génération. Je pense que nous avons le réseau fibre optique le plus important du Sénégal. Donc, une infrastructure télécommunication robuste. Donc, clairement, nous sommes considérés aujourd'hui comme un opérateur d'infrastructure alternatif quand on prend le code des télécommunications. Maintenant, est-ce qu'on doit aller jusqu'à obtenir une licence au niveau, en tout cas pour être un opérateur tout court pour le Sénégal? Je pense que ce n'est pas encore l'option de l'État. Mais clairement, nous voulons nous positionner comme un opérateur d'infrastructure, aider les opérateurs qui sont actuellement au Sénégal pour vraiment accélérer l'accès au haut débit partout dans le Sénégal. Vous n'êtes pas intéressé par une licence? Alors, en tout cas, cette option n'est pas encore sur la table. Mais l'État est préoccupé par vraiment la rentabilisation, en tout cas des infrastructures qui ont été déployées depuis 2012, où vraiment nous voulons avoir
des dividendes qui permettent de pouvoir gérer ces investissements. Surtout avec l'arrivée de ce partenaire technique et financier Tata. C'est une préoccupation. Ça a tout l'air d'une licence qui se... Non, ce n'est pas une licence. C'est pour aider, au contraire, les opérateurs titulaires de licences. On verra demain ce que cela va donner. Mais les coûts, la finalité de tout cela, mais les coûts, les factures continuent d'être chères. La facture téléphonique, la facture Internet, l'accès de manière générale. Pourquoi c'est si cher? Pourquoi vous n'arrivez pas à agir sur les coûts? Je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui devront être faites si on veut arriver à vraiment baisser le coût. Mais tout simplement, qu'est-ce que nous, on est en train de faire pour baisser les coûts? D'abord, comme je vous l'ai dit, nous avons une infrastructure qui est dans tout le pays. Et ça, quand même, ça coûte plusieurs milliards. Et ça, c'est des investissements, normalement, qui devaient être faits par les opérateurs. Parce qu'un opérateur qui investit quelque part, il attend un retour sur investissement. Maintenant, s'il n'investit pas, il considère que c'est des zones qui ne sont pas rentables. Donc, il n'y a peut-être que l'État qui peut faire cet investissement. D'abord, nous faisons ces investissements pour les opérateurs. Donc, du coup, ils peuvent quand même amoindrir un peu leurs coûts parce que, clairement, ils n'ont pas investi pour avoir l'infrastructure. Également, nous avons, en tout cas en termes d'infrastructure, parmi les opérateurs qui sont au Sénégal, peut-être il n'y a que l'opérateur dominant qui a une infrastructure complète au niveau du Sénégal. Les autres louent l'infrastructure de cet opérateur. Donc du coup, tout ça se répercute un peu sur les coûts, en tout cas qui sont appliqués au niveau des usagers. Vous dites que nous, ADIE, on a toute l'infrastructure qui peut répondre aux besoins ou qui répond déjà aux besoins. Oui. Ne vous fatiguez plus pour les investissements. Voilà. Ça, nous le prenons en charge. Et donc, vous pouvez baisser les coûts. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, on peut vraiment baisser les coûts? Avec l'accès à l'infrastructure de l'ADIE, on peut baisser les coûts et on doit baisser les coûts. Ensuite, on ne s'arrête pas là. On va faire arriver un nouveau câble sous-marin avec le projet Smart Sénégal, donc qui va venir avant la fin de l'année 2021, où nous aurons une possibilité de près de 16 terabits par seconde, donc sur ce câble-là, qu'on a appelé Cher, donc qui va connecter le Sénégal au Cap-Vert. Donc le Cap-Vert se connecte au Brésil et ensuite ça remonte au niveau du Portugal. Donc c'est un nouveau câble qui va arriver dans un premier temps avec 100 gigabits par seconde de possibilités. Sachant qu'aujourd'hui, au Sénégal, on a à peu près peut-être 250 gigabits donc, pour l'Internet du Sénégal. Donc nous allons rajouter 100 autres. Donc cela veut dire tout simplement quand même que l'Internet doit pouvoir baisser avec tous ces investissements qui sont réalisés par l'État, mais surtout avec l'ouverture de l'infrastructure de l'État aux opérateurs titulaires de licence, mais également aux fournisseurs d'accès Internet. Je vous préviens qu'il nous reste 5 petites minutes. Si vous voulez parler de l'actualité politique, il faut qu'on fasse vite. Okay. Alors, le dernier thème de cet échange sur le numérique, c'est la télévision numérique terrestre, TNT. Cela a été évoqué en Conseil des ministres. TDS, Télédiffusion du Sénégal, va prendre le relais d'Excaf en ce qui concerne la gestion de l'accès. TDS va-t-il s'appuyer sur l'ADIE? Sur la partie transport, oui. La partie transport, donc ils vont utiliser le réseau de l'ADIE pour connecter les émetteurs au niveau, mais également pour connecter les chaînes de télé que vous êtes, on a quasiment connecté l'ensemble des télés qui sont au Sénégal. Vous êtes une nouvelle chaîne, donc vous n'avez pas été encore connecté. Mais dès que vous ferez la demande, on pourra le faire. Mais également, il y a le centre de multiplexage qui est au niveau de l'immeuble Québec. Là aussi, nous l'avons connecté par fibre optique. Donc clairement, avec cette transition, il ne devrait pas y avoir de difficultés pour TDS pour prendre en charge vraiment les assets qui ont été réalisés par Excaf, qui devra désormais tout donner à TDS pour l'exploitation de la TNT au Sénégal. Quel avantage cela va offrir aujourd'hui que l'ADIE soit dans la boucle?
L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, l'infrastructure est là. Et aujourd'hui, surtout vous qui exploitez des télévisions, vous n'aurez plus à vous occuper vraiment en tout cas de l'accès à votre télé dans toutes les zones du Sénégal. Oui. Tout ça sera géré par TDS, mais surtout avec l'ADIE pour la partie transport, mais également l'utilisation des infrastructures de la RTS. Donc je pense que globalement, l'État va assurer l'exploitation de l'infrastructure de diffusion pour permettre vraiment à ce que les chaînes nationales puissent être accessibles par tous les Sénégalais, partout où ils vont se trouver, en tout cas sur le territoire. L'autre dimension aussi, c'est la régulation et l'encadrement spécifique aux réseaux sociaux. Il y a un dispositif qui se prépare et qui ne rassure pas. C'est pas un Pourquoi l'État tient tant à encadrer Je veux dire, ce n'est pas un débat sénégalo-sénégalais. Oui. C'est un débat qui se pose aujourd'hui partout dans le monde. Oui. Les fake news ont fait des ravages parfois dans des sociétés. Et au Sénégal n'est pas en reste. Et je pense que le web, les réseaux sociaux, c'est le prolongement de la vie publique. Et je pense que ça ne doit pas être un no man's land, ça ne doit pas être un espace où chacun peut dire ce qu'il veut, en tout cas derrière un clavier, avec l'anonymat, ça soit le prétexte de toutes les dérives. Aujourd'hui, c'est ce que le de l'ADIE, demain c'est l'État qui risque de tout contrôler, de tout régenter. Non, pas tout. C'est ce que vous cherchez? Non, ce n'est pas ce qu'on recherche. C'est juste il faut qu'on aménage, qu'on regarde bien, dépassionnons un peu les débats, regardons ce qui se passe dans cet espace. C'est un espace public, hein, donc le web, c'est vraiment un réseau qui doit être également contrôlé, parce que sinon, demain, on ne saura pas quelle dérive encore on va constater. Donc je pense que le président de la République a été très responsable en choisissant déjà le ministre Ismaïla Madior Fall pour conduire un peu la réflexion en conviant l'ensemble des acteurs pour que vraiment le Sénégal puisse proposer en tout cas des textes et des outils qui vont permettre de réguler un peu les réseaux sociaux. Question politique, cher Bahoum, DG de l'ADIE, vous avez aussi la casquette politique puisque vous êtes membre du parti au pouvoir La Paire. Vous militez à Grand Yoff avec des ambitions d'être maire. Alors, Grand Yoff, c'est ma commune, hein, c'est la commune où j'ai grandi, c'est la commune où j'ai étudié, c'est vraiment une commune que j'adore, que j'aime et que je voudrais vraiment voir changer, parce que Grand Yoff aujourd'hui c'est quoi? C'est l'insalubrité, c'est l'insécurité, c'est le sous-emploi des jeunes et c'est des fléaux en tout cas qui m'empêchent aujourd'hui de dormir et j'aimerais vraiment beaucoup apporter à cette commune-là parce que clairement aujourd'hui l'équipe qui est en place et qui, comme je le rappelle souvent, qui était là peut-être depuis 1996, on constate un échec patent et à chaque fois qu'on les interroge, ils nous disent que voilà, la mairie n'a pas les possibilités pour agir. Et je pense que ça quand même, c'est pas un programme politique. Donc aujourd'hui, la seule voie pour les Grands Yoffois, c'est vraiment une alternance dans cette commune, confier les destinées de cette commune à notre coalition, la coalition au pouvoir, pour vraiment transformer radicalement le visage de cette commune. Grand Yoff, c'est le fief politique de l'ancien maire Khalifa Ababacar Sall. Vous êtes candidat à la mairie de Grand Yoff aux prochaines élections locales? Alors, je suis intéressé par ce poste, mais clairement, il s'agira d'engager les discussions avec mes collègues de l'APR, mais également de la coalition Benno Bokk Yakaar, de toute la mouvance présidentielle, parce qu'il s'agit là de vraiment tout faire pour gagner ces futures élections. Et moi, quel que soit le schéma qui sera mis en place par ma coalition, je vais m'y engager pour que nous puissions remporter les prochaines élections locales. Oui, je disais que c'est le fief de Khalifa Ababacar Sall. On verra. Vous pouvez le déboulonner. On verra lors des prochaines élections. Avec la suppression de la ville de Dakar, vous y êtes favorable? Alors la suppression, je pense que c'est la suite logique de l'acte 3 de la décentralisation qui considère que
aujourd'hui, les structures, en tout cas les collectivités territoriales qui existent, c'est la commune et le département. Je pense que c'est un processus qu'on doit généraliser et surtout avec le PANDT, le plan national d'aménagement du territoire, je pense que quand même il s'agit de bâtir une grosse métropole au niveau de Dakar, qui va plus s'arrêter à Padoua, mais qui va aller jusqu'à Diass. Donc c'est cette métropole internationale qui doit être aujourd'hui vraiment l'enjeu pour rendre notre capitale attractive. Remplacement de feu Idrissa Diallo par un maire à pair à Dalifort. Paix à son âme d'ailleurs, Idrissa Diallo. On vous accuse finalement de détourner les suffrages des citoyens, des Sénégalais, des Dakarois. Je pense qu'au niveau de Dalifort, il faut savoir ce qui s'est passé. D'abord, on a une liste Taxawu Dakar, effectivement, qui était à l'époque dirigée par feu M. Diallo. Malheureusement, ils ont eu quoi? Ils ont eu 4 candidats qui sont présentés lors de cette élection. Benno Bokk Yakaar avait un candidat. Au premier tour, notre candidat a eu 17 voix. Hein? Le second a eu 16 voix. Et par la suite, quand même, en tout cas, la plupart des gens qui s'étaient présentés au premier tour ont rallié donc, la candidature de notre camarade. Oui. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, clairement, il ne s'agit pas d'un détournement de vote. Je pense que les gens sont libres. Responsable de sa défaite. Je pense. Hein. Je pense s'il pouvait avoir un seul candidat, et dans ce cas de figure, il n'y aurait pas de difficulté. Merci, cher Bakhoum. Vous êtes le directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État du Sénégal, ADIE. Vous étiez l'invité du jury du dimanche iRadio, ITV, imedia.sn, Babacar Fall d'ailleurs, pour le texte sur votre site préféré. Photo Pape Doudou Diallo, réseaux sociaux Mamadou Diagne, Birom Pouy. Merci à l'équipe technique constituée autour de Mas Mboup, Iba Marsen, Babacar Ndiaye, tout le reste de l'équipe technique. Jury du dimanche avec Mahmoud Ibra Kane. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.